Journée citoyenne, une affaire de la municipalité. Si la propriété est l'affaire de tous, très peu de Librevillois se sentent concernés par la journée citoyenne. Les premiers samedis du mois, seuls les agents municipaux retroussent les manches pour le geste de salubrité demandé en cette journée. C'est le sommaire, les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Et pour le démarrage de ce journal, partons d'abord en images parler de ce rassemblement empêché des jeunes opposés au projet de loi de la révision de la Constitution. Ce matin, en effet, des jeunes ont manifesté pacifiquement devant les locaux de l'Assemblée nationale en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, je cite, « Ne touche pas à ma constitution, députés et sénateurs, faites attention, pas de monarchie au Gabon, sauvons notre République pour ne citer que cela ». Sans avoir recours à un quelconque acte de destruction de biens publics, si ce n'est de dire non à la révision constitutionnelle, ces jeunes ont été poursuivis par les forces de sécurité et de défense. Aux dernières nouvelles, certains ont été appréhendés par ces derniers. Nous y reviendrons avec plus ample d'informations au cours de nos prochains journaux. Je vous l'annonçais en titre à l'instant, la journée citoyenne, une affaire de la municipalité. C'est la question que l'on pourrait bien évidemment se poser plus d'un an après le lancement de ce concept par le chef de l'État. La population peine à suivre ses recommandations partout dans la ville. Seule la municipalité est présente dans les rues. Euphrem Biogo Edzo. Une fois de plus, le peu d'engouement a été constaté lors de cette journée citoyenne. Plus d'une année après son lancement, des populations semblent ne pas s'y intéresser, mais trouvent du plaisir à vivre dans un environnement peu commode. Les appels des autorités tombent jusqu'à ce jour dans les oreilles de sourds, comme si cette opération n'engage que les municipalités. Quand on revient du village pour la ville, éduquer ces personnes, c'est compliqué. Ça fait plus d'un an qu'on est dans la sensibilisation. Et je pense qu'il est temps pour nous de commencer à réprimander ces populations. Parce qu'on ne peut pas accepter que tu es chez soi et c'est la mairie qui doit venir nettoyer devant chez toi. La mairie fait ce qu'elle peut, mais on ne peut pas aller au-delà. Nous n'avons pas d'engin. Et chaque journée citoyenne, on est obligé de faire le tour des arrondissements pour constater toujours les mêmes choses. Les populations n'adhèrent pas. Pour qu'ils adhèrent, je pense qu'on devrait passer à la phase répressive. Autre fait regrettable est constaté sur les sites et autres quartiers de la ville où se sont déroulées les activités de nettoyage, l'absence flagrante des auxiliaires de commandement, eux qui sont censés véhiculer à qui de droit les messages devant permettre aux populations de s'y atteler au nettoyage de leur espace de vie. Une attitude très vite condamnée par le troisième maire adjoint de la commune de Libreville. Pour la responsabilité des maires d'arrondissement. Normalement, lorsqu'on fait le tour des arrondissements, les maires devraient sensibiliser leurs chefs de quartier. Nous venons de l'hôtel de ville pour assister à leur travail dans les arrondissements. Donc c'est à eux de sensibiliser leurs chefs de quartier. Peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés, ou bien peut-être qu'en passant le message à la télé, pour eux c'est suffisant. On ne va pas venir. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs? Vous avez des enfants ici, vous-même vous vivez ici. Vous trouvez normal que chez vous soit dans cet état? Mais madame, non, ça c'est votre côté. Si quelqu'un arrive là tout de suite, vient ici pour faire des besoins, vous allez réagir. Pourquoi vous ne faites pas autant pour la santé? On ne parle pas de piscine, on parle de saleté. C'est quand ils vendent, que les saletés qui s'envolent qui viennent. La municipalité de Libreville a tout de même rempli sa part de contrat en affectant plusieurs de ses agents sur le terrain afin de procéder non seulement au nettoyage des artères de la cité, mais également au curage des caniveaux. Tout cela contribue pourquoi pas à redonner une fière allure à Libreville. D'état d'immondices s'amoncelle depuis plusieurs semaines au quartier Massoukou dans la ville de Port-Gentil, obligeant les riverains à cohabiter avec les mouches et les odeurs. Le constat a été fait ici par Edwin Axel Ndiengi de Mediaplus.
L'abandon de ces bacs, état d'ordures ménagères sur la chaussée depuis plusieurs semaines, sont à l'origine de la forte présence des mouches et contraint les populations du quartier Masuku, non loin de l'antenne, d'aspirer des odeurs nauséabondes. Ça fait plus d'1 mois. On ne peut rien. On va faire comment? Et puis là, on ne voit pas la mairie, la personne qui vient ramasser ça. Je ne sais pas. Bon, les autres ils disent que les autres quartiers ont ramassé ici. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont abandonnés. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de mouches, ça sonne trop. En tout cas, vraiment, on n'est pas compté des poubelles à côté de nous comme ça. Beaucoup ils ne sont pas ramassés ça. On a besoin de ramasser ça parce qu'il y a beaucoup de mouches. Ça sonne trop. En tout cas, vraiment, c'est pas bon. La nourriture, c'est bon parce que c'est à côté de le fait, les mouches, ça ne rentre pas. Vraiment, nous souffrons là en ce moment-là à cause de la poubelle. On ne respire pas, vraiment, on souffre. Vraiment, on veut une solution pour ça. Vraiment, on a besoin de ça, vraiment. On demande à vraiment des gouverneurs de faire effort pour nous aider à vraiment sortir dans la merde là. La poubelle là, ça nous dérange trop là. Parce que la nuit, il y a beaucoup de moustiques, il y a des cafards le matin, des mouches. Bon, ça là, si le maire nous aide pour qu'elle enlève ça là, ça nous arrange bien là. Des mouches qui affectent une partie des petits commerces de ce quartier du 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil. C'est un danger pour tout le monde. Tout ce que nous achetons chez ces boutiquiers, les mouches qui partent de ces bennes-là atterrissent chez ces boutiquiers, atterrissent là où les femmes nous vendent des vivres. Effectivement, donc ça cause un problème de santé publique d'ailleurs. Ouais. Vraiment, on souffre avec les mouches. On voit le pain, on voit les galettes, on voit tout. Vraiment, ça nous dérange, ça dérange même les clients. Vraiment, ça nous dérange, ça dérange notre client. On demande vraiment une aide plus rapide que vraiment on a besoin. Pas bien. Regarde, même il y a beaucoup de mouches dedans. Même le pain là, ça ne marche pas bien à cause des poubelles là. Des poubelles qui ne permettent plus également aux usagers de la route de circuler en toute quiétude. C'est un danger même permanent. Toutes les fois, on peut avoir des accidents. Indéfectibles, les habitants de Masuku attendent impatiemment le retour de l'entité Gabon Propre Service GPS pour effectuer la collecte de ces ordures ménagères. Et suite à cette situation désagréable que vivent les habitants de ce quartier, je vous invite à suivre la réaction d'un médecin sur les conséquences que cela pourrait entraîner sur la santé des populations. Il est ici au micro d'Edwin Axel Ndiengi. Il y a une théorie entre la poule et l'œuf qui est le plus important. C'est la poule ou c'est l'œuf? Vous parlez de la mouche, c'est bien. Mais la mouche là, il y a une cause par rapport à ça, c'est la saleté. C'est la saleté. Et la mouche amène, c'est un vecteur qui amène tout un tas de maladies. Entre autres, pour ne pas trop citer de maladies, on voit juste les cas de la fièvre typhoïde. Il y a 5-6 années passées, on n'avait pas beaucoup de cas de la fièvre typhoïde à Port-Gentil. Mais là maintenant, on en trouve tellement de cas. Et la fièvre typhoïde, c'est une maladie de main sale. Et les complications de la fièvre typhoïde, les complications sont dramatiques. Hein? Donc il ne faut pas négliger l'aspect de la propriété de la ville. Non, c'est-à-dire que les poubelles pilulent partout, le manque d'entretien des poubelles, et il y a les mouches qui sont là, et les mouches là se déposent sur la nourriture. Et voilà, et la nourriture là est consommée par les hommes, et par ricochet, ce sont des maladies en fait, ce sont des maladies que nous déplorons chaque jour. Que chacun fasse son travail et du mieux qu'il peut, surtout nous débarrasser de la mouche, parce que ça, c'est la population. Nous avons aussi droit de protéger nos populations. Hein, c'est-à-dire que c'est l'hygiène. L'hygiène est de rigueur pour que les mouches diminuent, parce que les mouches ne peuvent pas disparaître. Mais du moins, on doit faire en sorte que les mouches là ne causent pas du tort à nos populations, à nous-mêmes là. Faisons aussi partie de la population. Voilà ce que je peux dire. Un mot santé pour la poursuite de ce journal, une campagne de dépistage gratuite et volontaire sur le sida a été organisée au centre de traitement ambulatoire de l'hôpital spécialisé de Nkembourg à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Les détails avec Inès Gunga Mombo.
La 30e journée de lutte contre le sida, axée sur le thème droit à la santé, a eu un écho favorable en notre pays, qui fait de cette lutte son cheval de bataille, partant des pouvoirs publics que du personnel médical. Et pour marquer la dite journée, une campagne de dépistage gratuite et volontaire a été organisée au centre de traitement ambulatoire de l'hôpital spécialisé d'Okambo. Les populations se sont rendues massivement afin de connaître leur statut sérologique. Le docteur Olivia Biba est revenu sur les différents modes de contamination pour édifier le grand nombre. Les populations gabonaises sachent que les moyens de prévention, les moyens de contamination, les modes de contamination du VIH, c'est d'abord les rapports sexuels non protégés, c'est la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Et il y a un moyen de transmission sur lequel les dispositions ont été prises. C'est pour que cela n'arrive pas, c'est aussi la transfusion sanguine. Mais il faut dire que par rapport à ce mode de transmission, des dispositions ont vraiment été prises pour que chaque poche de sang qui est donnée à quelqu'un sur le territoire national soit d'abord testée par le VIH, et pour les autres MST, et toutes les poches qui sont infectées ou contaminées sont systématiquement rejetées. Donc ce n'est pas sur ce mode de contamination que nous voulons particulièrement sensibiliser les populations. C'est beaucoup plus sur le fait de se prévenir par rapport au rapport sexuel, et beaucoup plus interpeller aussi les femmes enceintes pour qu'elles fassent le test de dépistage pendant la grossesse afin qu'elles ne contaminent pas leur enfant. L'État gabonais a pris toutes les dispositions pour prendre en charge les personnes vivant avec le VIH, et les tests de dépistage sont disponibles dans toutes les structures sanitaires du pays. Par ailleurs, le mode de transmission par voie sanguine, qui est aussi d'actualité, a été abordé par le spécialiste que nous avons rencontré. De transmission sanguine est tout à fait d'actualité. Maintenant, il faut dire que c'est vrai que le virus ne résiste pas longtemps à l'air libre, et donc il y a des mesures qui sont nécessaires pour éviter en fait ce type de transmission. Il faut d'abord dire que ce moyen de transmission est valable lorsque le sang rentre en contact avec le sang. Si quelqu'un se coupe ou se pique, comme notamment les personnels de santé se piquent en faisant une perfusion, ou bien avec une aiguille qui est souillée, si cette aiguille qui est souillée de sang pénètre au travers de la peau de la personne, c'est à ce moment qu'on peut parler d'exposition à la transmission sanguine. Les retardateurs ont tout le mois de décembre pour se faire dépister, car un dicton populaire dit, je cite, « Vaut mieux prévenir que guérir ». La violence en milieu scolaire, on en parle dans ce journal après ce drame survenu hier à Oyem, au collège d'enseignement secondaire Edouard Ekoga Mengue. Un jeune de 18 ans poignarde mortellement son ami âgé de 16 ans au cours d'une partie de poker. Ce drame relance malheureusement la question que font les autorités gabonaises pour éradiquer ce phénomène de la violence en milieu scolaire. Pierre Parfait, Badikoum. Depuis le 1er décembre 2017, cette image inonde les réseaux sociaux. Ce jeune homme, Armand Obian, âgé de 16 ans, élève en classe de 6e, a été mortellement poignardé par un autre élève, Nzeminsa, âgé de 12 ans, au cours d'une partie de poker organisée au sein de leur établissement, le collège Edouard Ekoga Mengue, à Oyem, chef-lieu du Wolontem. Ce drame relance d'un coup la problématique de la violence en milieu scolaire. Comment expliquer que des élèves puissent jouer au poker au sein d'un établissement, que d'autres puissent y pénétrer avec des armes blanches ou de la drogue? Ce problème interpelle d'abord les parents d'élèves et le corps enseignant, car la violence en milieu scolaire ne s'exerce pas contre les élèves, mais également entre élèves et enseignants. On assiste à enseignants contre élèves, administration contre élèves. Quel est réellement le rôle des encadreurs pédagogiques? Afin de lutter efficacement contre ce fléau,
À Libreville, l'agence gabonaise de sécurité scolaire, AGAS, avait mis en place un système de fouille systématique des élèves à l'entrée des établissements publics d'enseignement secondaire. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'action est en perte de vitesse. Les portes sont de nouveau ouvertes à la violence. Le plus effarant, c'est que les autorités gabonaises sont spectateurs de cette triste situation. Pas de reprise de travail au Centre national des œuvres universitaires si les primes ne sont pas payées, c'est la décision prise par le syndicat national des personnels de l'administration universitaire et des grandes écoles du Gabon qui effectuait hier sa rentrée syndicale. Pierre Parfait Mbadikoum. Debout, d'autres assis à même le sol, les agents fédérés au sein du syndicat national des personnels de l'administration universitaire et des grandes écoles du Gabon, SINAPOGEG, sous la direction du Centre national des œuvres universitaires, ont procédé le 1er décembre 2017 à l'université Omar Bongo à leur rentrée syndicale. Nous avons tenu à organiser notre rentrée syndicale parce que au mois de juillet, nous avons donc suspendu nos activités et il était question, après cette suspension, de relancer nos activités. Donc aujourd'hui, nous relançons nos activités. Et nous avons essentiellement à l'ordre du jour le débat sur le compte rendu des différentes rencontres que nous avons eues, notamment avec le nouveau ministre, le ministre d'État, chargé de l'enseignement supérieur, le ministre Guy Bertrand Mapangou, qui nous a reçus en audience. Et pour cela, nous tenons à le féliciter, parce que ce n'est pas toujours qu'un ministre, à peine arrivé, permet aux syndicalistes de lui traduire les revendications ou les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la maison Senou. En second point, nous avons parlé du paiement de la prime. Nous avons des arriérés de primes au Centre national des œuvres universitaires. Et comme vous le constatez, les agents sont intransigeants par rapport au paiement du reliquat de la prime. Il n'y aura pas de travail au Senou si la prime présentement et les reliquats ne sont pas payés. Parce que, en dehors du fait que nous ayons le budget de l'État, le Senou produit des entrées propres. Donc nous avons une possibilité ouverte de collectionner l'argent nécessaire pour le paiement de primes. Nous avons aussi prévu de discuter de la suspension des primes parce que le directeur général, le camarade Aubert Emendjila, de manière unilatérale, supprime la prime de certains agents. On ne sait pas quel est l'article ou le règlement dans la Constitution qui lui traduit la possibilité de supprimer une prime à un agent qui a le droit de manière statutaire. Le Centre national des œuvres universitaires CENU, établissement public créé en 1971 pour favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants au Gabon, est en proie à de nombreuses difficultés. Le 5 juillet dernier, le personnel de cette administration avait déjà initié un sit-in à l'UOB pour dénoncer la mauvaise gouvernance imputée à l'actuel directeur général. Le non-paiement des primes réclamées par le personnel annonce des jours difficiles. En religion, à présent, l'Assemblée chrétienne Maranatha a procédé à la consécration de 3 servantes de Dieu à l'occasion du 10e anniversaire de ce ministère qui sera suivi d'un agapé le dimanche matin. Une cérémonie qui s'est effectuée devant les parents, amis et connaissances et rehaussée par la présence des serviteurs de Dieu venus d'autres églises. Reportage. Pour marquer d'une empreinte indélébile leurs 10 ans d'existence, l'Assemblée chrétienne Maranatha a organisé un programme alléchant de 3 jours. Mis à part le séminaire, la consécration de 3 servantes de Dieu a constitué l'une des grandes étapes de cet anniversaire. Tout ceci pour s'arrimer aux paroles de Christ qui disent, je cite, « Mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. » Occasion propice pour le leader de ce ministère, le pasteur Albert Itsukiga, de mettre à part cette 2e cuvée des servantes de l'Éternel qui se sont distinguées par leur fidélité à Dieu et surtout leur engagement au ministère.
Le livre d'Un Samuel, chapitre 16, les versets 12 à 13, a constitué le texte de base de cette... La force spirituelle nécessaire, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, l'huile qui symbolise aussi le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, brûle maintenant dans sa vie, brûle maintenant dans sa vie, et consume toute œuvre des ténèbres, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire et louange. S'engager avec détermination, avec abnégation, au nom de Jésus, comme il l'a déjà fait par le passé. Seigneur, qu'une autre dimension, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, lui soit pleinement accordée au nom de Jésus. Qu'elle soit davantage, Seigneur, un instrument particulier pour faire avancer ton œuvre au nom de Jésus. Que l'huile qui coule maintenant sur sa tête, symbole du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ Nazareth, brûle sous forme de feu au nom de Jésus-Christ dans sa vie pour consumer tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toute attaque ennemie contre sa vie soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, honneur et louange à toi. Merci Seigneur pour ton règne éternel qui se manifeste continuellement. Quelle détermination. Oui Seigneur, toi tu ne tiens pas compte de l'âge. Seigneur, tu t'es choisi des choses faibles pour confondre les fortes. Au sortir de ces moments particuliers, les impétrants et certains fidèles se sont exprimés tout en interpellant ceux-là qui hésitent encore à s'engager pour l'œuvre de Dieu. Donner la vie au Seigneur, c'est répondre déjà à l'appel de Dieu. L'Éternel nous a créés en tant que tel. Donc pour chaque humain, nous devons à un moment ou à un autre conserver le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour prendre un nouveau départ avec lui. Parce que c'est d'abord la première mission pour laquelle nous sommes créés. Aujourd'hui, nous voulons lancer cet appel-là justement à cette jeunesse hésitante, dire que en fait, le Seigneur a besoin de jeunes capables pour aller vraiment sur le champ d'appel, sur le champ de bataille, sur le champ de vision, parce que nous avons besoin de beaucoup de personnes en Christ et gagner justement des personnes non sauvées encore. Le message, c'est de s'engager, encore que même la fidélité dont je fais état là, elle nous vient de Dieu, elle nous vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit tout est grâce, tout est grâce. Avec le Seigneur, il suffit de s'engager avec le cœur, sincèrement. Quand on s'engage avec le cœur, il va nous accorder la fidélité et juste après la fidélité viendra la capacité, parce que même en termes de capacité, elle nous vient de Dieu. Nous pouvons être incapables de beaucoup de choses au départ, mais avec lui, la capacité vient, on se lance, voilà. Cette commémoration se poursuivra jusqu'au dimanche matin, suivi d'un agapé pour consolider les liens de fraternité. Il ne reste plus qu'à souhaiter aux nouvelles servantes de l'Éternel plus de loyauté, fidélité et d'engagement personnel avec l'appui du Saint-Esprit pour mener à bien cette mission. En sport, le tournoi de handball édition 2017 connaît désormais ses deux finalistes au terme des deux demi-finales disputées hier au gymnase du Prytanée militaire. Salinas, Libreville Handball, Port-Gentil Handball et OIM étaient les 4 équipes en lice dans ces demi-finales. Yasser Nicolas Ndon. OIM Handball, Port-Gentil, Libreville Handball et Salinas formaient le carré magique de la demi-finale de la Coupe de handball pour l'édition 2017. OIM Handball domine Port-Gentil sur le score de 37-30 dans les installations du gymnase du Prytanée militaire. Le choc de cette demi-finale était donc entre Libreville Handball et Salinas en seconde heure.
second cité viendra à bout de son adversaire au terme de la prolongation 28-26 et renvoie Libreville Handball à ses chères études et rassure le moral de Salinas avant l'entame de la finale. Nous sortons là de la petite finale, d'accord, qui devait nous engager pour la grande finale, comme l'équipe de Salinas. Nous l'avons parlé de la suivi sur un sport étriqué de 28 à 26, donc on dit le point. Et je renvoie mes athlètes aux entraînements, à les continuer là où nous avons pu. Mais vous comprenez que l'intensité et le moment ne se comparent pas à ce grand niveau de jeu. Il y a des élections très lamentables et nous avons pêché avec les prises de balles, les risques aussi individuels. Donc le répit défensif était tardif, vous l'avez suivi. Donc je vais pas travailler pour faire mieux à l'édition prochaine. La force c'est d'abord le collectif. Oui, je crois qu'on a fait preuve d'une force suffisamment mentale, effectivement, pour réussir à remporter cette victoire. Pour nous, nous avons compris que la défense de Libreville Handball était extrêmement haute dans l'axe. Il a fallu effectivement les concentrer dans l'axe pour qu'on puisse terminer sur les ailes où nous avons beaucoup d'efficacité. La suite de la compétition, vous jouez la finale? Nous jouons la finale demain après un match aussi dur. J'ai vu tout à l'heure OIM évoluer. Je crois que ça va être une très belle finale. Je respecte tout le monde. Nous sommes venus avec l'ambition de remporter ce trophée. Bon, bien entendu, l'adversaire aussi le veut. Mais je voudrais rassurer les Port-Gentillais que ce trophée va rentrer à Port-Gentil. Grâce à des victoires respectives d'OIM 37-30 face à Port-Gentil et de Salinas 28-26 face à Libreville Handball, OIM Handball et Salinas se retrouveront donc ce samedi en finale. Port-Gentil et Libreville Handball se disputeront la 3e place. L'argent de poche faut-il en donner aux enfants? Nous sommes dans la traditionnelle rubrique consacrée à l'expression libre. L'argent de poche, faut-il en donner aux enfants? Pendant l'année scolaire, oui. Pourquoi? Pour leurs petites dépenses à l'école. Donc c'est vraiment une nécessité? Pas une nécessité, mais on est obligé de le faire. Pas obligé, mais on doit le faire. Il ne faudrait pas qu'il envie les autres. Faut-il donner de l'argent de poche à vous? Ah? Aux enfants? Non. Pourquoi non? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire avec. Il peut faire beaucoup de choses avec, acheter des bonbons. Moi je pense qu'on peut le donner à l'âge de 12 ans. Et comment il fera pour aller à l'école? Bon, à l'école, on fait un petit déjeuner. Après, on le met dans un sac. Et puis, bon, s'il y a peut-être de quoi manger à l'école. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? L'argent de poche? Aux enfants. Bah oui, comme c'est la rentrée, je suis un vieux retraité. Vous savez que le retraité ne gagne pas tellement assez de moyens. Avec le moyen de bord, je fais le possible pour donner quelque chose à mes petits-fils et à mes enfants qui apprennent. Et donc c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que bon, moi ce sont les enfants qui vont me remplacer quand je serai appelé à Dieu. Et puis ils vont continuer avec l'évolution de prendre toujours l'habitude de leur grand-père. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? Ça dépend. Bon. Il y a des enfants pauvres, il y a des enfants aussi bien placés. Et quel type d'enfants doit donner l'argent? Les élèves. Contrairement à moi, je trouverais que donner l'argent aux enfants, c'est leur encourager un peu à la vie facile. Il y a un peu certains qui vont finalement voler et d'autres seraient un peu bandits à cause de l'argent. Mais par contre, donner des goûters ou faire des sandwichs, faire des petits trucs aux enfants, bon, quand même aux plus petits, je trouve que ça. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? Oh, donner l'argent de poche aux enfants, je pense qu'avec le monde dans lequel nous vivons, il faut regarder dans deux cas. Il faut donner l'argent de poche, mais dans de moindres mesures. Il ne faut pas aussi faire en abondance pour que l'enfant s'égare lorsqu'il utilise cet argent. Parce que la société africaine, nous avons habitué nos enfants à
à la société européenne, ce qui fait qu'on ne peut plus se passer de ça avec la mondialisation. Nous sommes obligés de copier, mais nous sommes obligés de copier avec beaucoup plus de conscience. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient normal que l'on donne l'argent de poche à l'enfant, parce que lorsque vous avez par exemple une fille et qu'elle n'a pas l'argent de poche, elle peut amener à être égarée n'importe comment. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il est tout à fait normal de donner l'argent de poche à certains enfants, mais avec un peu de contrôle et dans les bonnes mesures. Donner l'argent de poche aux enfants. Ça dépend, hein, ça dépend. Parce que le matin, il faudrait faire boire les enfants le café. Bon. Si par exemple les enfants vont à l'école un peu loin, il faut leur donner l'argent de poche sur le taxi. Mais il faut d'abord faire manger les enfants à la maison le matin. Donc le café est nécessaire le matin pour les enfants. C'est bon? Oui, et donc l'argent de poche est nécessaire? L'argent de poche, habituer les enfants très tôt à l'argent de poche, c'est pas... Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez nos programmes sur notre page YouTube Télé Shekina. Bonsoir.